Aujourd'hui, on va parler de notre patrimoine colonial français. Et on commence dans le 93 en Seine-Saint-Denis. En me baladant dans les rues de Bobigny, je suis tombé sur ce bâtiment, à l'architecture néo-mauresque. Il s'agit de l'hôpital Avicenne. Mais en regardant attentivement, j'ai vu qu'il avait aussi un autre nom, l'hôpital franco-musulman. Ce nom date de l'époque coloniale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la France laïque a construit un hôpital public réservé aux musulmans? Est-ce que c'était de la ségrégation religieuse ou bien un geste de bonté pour garantir aux musulmans de France un soin en accord avec les principes de l'islam? Pour avoir des réponses à mes questions, j'ai dû plonger dans l'histoire coloniale du département du 93. J'ai fouillé les archives et j'ai rencontré l'historien Alain Ruscio, spécialiste de la colonisation française. Il m'a guidé vers un autre lieu chargé d'histoire dont on parlera aussi dans cette vidéo, le cimetière musulman de Bobigny. Là-bas, j'ai rencontré l'historienne Soraya El Alaoui. Cette enquête a été coécrite avec la journaliste Yasmine Mrida, que je remercie chaleureusement. Allez, c'est parti. Vous êtes chaud pour découvrir ce patrimoine colonial du 93 ? Quand on entre dans l'hôpital franco-musulman de Bobigny, on est tout de suite surpris par son style. Les architectes Maurice Mantoux et Léon Azéma ont choisi d'allier architecture française et nord-africaine. C'est ce qu'on appelle le style néo-mauresque, typique de la période coloniale. Pour le porche de l'hôpital, ils se sont inspirés de la célèbre porte fortifiée Bab al-Mansour al-Hajj, ou la porte du renégat victorieux de Meknès au Maroc. On retrouve des galeries sous colonnades et des formes typiques de l'architecture d'Afrique du Nord. À l'origine, l'hôpital franco-musulman de Bobigny était réservé uniquement aux populations nord-africaines venues des colonies. C'était des personnes musulmanes qui étaient françaises, mais qui n'avaient pas le droit à la citoyenneté. Elles avaient le statut d'indigènes. La plupart d'entre elles sont arrivées en France dans l'entre-deux-guerres, donc l'hôpital a été inauguré en 1935. Mais 1935, c'est en pleine période coloniale. D'un côté, la France réprime violemment les musulmans de son empire, et de l'autre, elle leur construit un hôpital. Comment expliquer ce contraste? J'ai posé la question à Alain Ruscio. C'est le centenaire de l'Algérie avec une exaltation de l'écrasement militaire, il n'y a pas d'autre mot, de la résistance algérienne. Et pour l'essentiel, c'est vraiment l'armée française qui est venue apporter la civilisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé d'un iota dans l'idéologie coloniale depuis un siècle. Et simultanément, il y a l'aspect qu'on appellerait philanthropique, amical, voire même parfois à la limite de la fraternité. C'est-à-dire que l'idée qui prévaut, c'est d'une part effectivement que l'Algérie est définitivement française et qu'à partir de ce moment-là, il faut vraiment ancrer dans le paysage urbain, pas seulement parisien, mais de la région parisienne, cette partie musulmane en quelque sorte de l'histoire française. D'ailleurs, l'hôpital n'est pas le premier bâtiment que la France construit pour les indigènes musulmans. En réalité, il s'inscrit dans un projet plus large qui dure depuis 1916. À l'époque, des milliers de soldats musulmans colonisés arrivent en France pour se battre contre les Allemands. Pour les rassurer et les accompagner sur leur lit de mort, une mosquée est construite au jardin colonial de Nogent-sur-Marne. En 1925, après la guerre, une partie des indigènes musulmans reste en France et l'État colonial décide de créer un service de surveillance, de protection et d'assistance des indigènes nord-africains, le SSPINA. Surveillance et protection, gardez ça en tête, on va en reparler. L'année suivante, en 1926, l'État construit la Grande Mosquée de Paris. Les braves indigènes sont venus aider la France de 1914 à 1918, on ne leur a pas toujours demandé leur avis d'ailleurs, mais toutefois c'est une façon soi-disant de les remercier. C'est donc 10 ans après la mosquée que l'hôpital est inauguré, mais on n'a toujours pas répondu à la question. Pourquoi construire un hôpital réservé aux musulmans? Et il y a une théorie qui est absolument épouvantable à l'époque, qui est de dire qu'il y a des maladies spécifiques aux musulmans, aux colonisés en général. J'ai dans ma bibliothèque une thèse d'histoire qui s'appelle la syphilis arabe. Waouh. Oui, je vois ta réaction. Ok, là j'ai besoin de me poser avec Alain pour creuser cette histoire. On va dire le grand fantasme de l'époque, c'est que les Maghrébins en particulier sont porteurs de maladies spécifiques qu'ils emmènent avec eux, qu'ils apportent avec eux. Et donc il y a la syphilis. Alors la syphilis, c'est par définition dans la mentalité générale la maladie sale, la maladie qui est liée à une sexualité
débridés, d'une prostitution de bas étage, et puis la tuberculose. C'est lié également à l'idée d'une population qui n'est pas propre. Mais comme souvent, ces clichés coloniaux masquent un véritable problème social. La réalité, c'est que d'une part, si syphilis il y avait, c'était essentiellement dû au fait que c'était une population effectivement masculine et que malheureusement il y avait effectivement des relations sexuelles dans des conditions assez sordides dans des caves, dans des endroits comme ça. Par ailleurs, la syphilis n'était pas plus développée en Afrique du Nord à l'époque qu'elle l'était en métropole. Donc si accroissement de la syphilis il y avait, c'était essentiellement du fait justement des conditions de vie et d'hygiène décolonisées sur place. Et puis la tuberculose était beaucoup moins développée en Afrique du Nord, pour des raisons climatiques évidentes, qu'elle l'était en France. Donc voilà, tout ça fait que ça a justifié, entre guillemets, la construction de l'hôpital dit franco-musulman. Et l'autre aspect, c'est qu'évidemment, puisqu'on faisait ça pour nos protégés, c'est qu'on était quand même de braves gens. Dans cette dynamique, l'État français va autoriser la mise en place de règles musulmanes dans un hôpital public, chose qui serait complètement impensable aujourd'hui. Le fait que, par exemple, on soignait la nourriture, ça, c'est quelque chose qui n'est pas contestable. Contrairement aux autres hôpitaux où on ne faisait absolument pas attention à l'époque à la nourriture, là, il n'y avait pas de porc, évidemment. Donc, au moins, il y avait cet aspect qu'on peut appeler positif de cet hôpital franco-musulman. Et puis, il y avait un certain nombre de médecins qui parlaient arabe, ou d'autres parlaient kabyle, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la migration nord-africaine, et en particulier algérienne, en France à l'époque, était essentiellement kabyle. Mais au-delà du bon traitement des indigènes musulmans, l'hôpital a un autre objectif. Il sert aussi à la surveillance des musulmans, puisqu'il est placé sous la responsabilité du fameux SSPINA, le service de surveillance, de protection et d'assistance des indigènes nord-africains, dont le siège était situé rue Lecomte à Paris. La rue Lecomte, c'était quoi? C'était, je crois, dans le 15e arrondissement. Et il y avait donc une sorte de commissariat central avec des policiers qui étaient spécifiquement formés pour contrôler la population nord-africaine, et surtout lorsqu'ils se mêlaient de politique, c'était encore pire. C'était véritablement, et c'était ouvertement dit, comme un endroit de contrôle des bonnes mœurs, de non-engagement politique. Et c'est l'un des seuls endroits à l'époque où les indigènes musulmans pouvaient recevoir des soins. Surveillance et protection, les deux faces de la même pièce. Et si par malheur, certains d'entre eux ici recevaient un courrier un petit peu soit nationaliste, soit des syndicats, soit avaient la visite de gens qui étaient considérés comme louches, évidemment, le contrôle s'exerçait également. On traquait également les couples mixtes. Donc, le fait que les premiers lieux de soins pour les Nord-Africains aient été rue Lecomte est significatif qu'il y avait incontestablement, et même dans la dimension ensuite de l'hôpital franco-musulman, une dimension de contrôle. Mais à l'époque, certains musulmans politisés dénoncent la création et le fonctionnement de l'hôpital. Et puis l'autre critique, qui était plus importante encore parce qu'elle avait une grosse influence dès ce moment-là dans la communauté maghrébine et surtout algérienne, c'était l'étoile nord-africaine, qui s'était transformée en partie du peuple algérien. Donc c'est Messal Hadj. Donc critique féroce, dénonciation, et même je pense qu'à chacun de ses discours, il avait une petite égratignure contre le franco-musulman. D'ailleurs, entre parenthèses, les deux étaient également opposés à la construction de la mosquée de Paris, pour les mêmes raisons. Ils reprochent une sorte de clivage artificiel entre les populations. Ils disent, on considère que les colonisés sont les protégés de la France, on n'a aucune raison de leur consacrer des lieux spécifiques. Donc s'ils sont malades, qu'ils soient soignés dans les hôpitaux aux côtés des Français. Évidemment, le nom apartheid n'existait pas à l'époque, mais c'est une dénonciation un petit peu de la mise en situation particulière de la communauté migrante. C'est ça que je trouve passionnant dans l'histoire coloniale. Il y a 90 ans, l'État français construisait un lieu dédié aux musulmans pour mieux les surveiller. Et les anticolonialistes dénonçaient la ségrégation et le communautarisme engendrés contre leur volonté. Ils revendiquaient le droit d'être avec les autres Français. Vous voyez à quel point l'histoire est complexe? D'ailleurs, comme l'hôpital était réservé aux musulmans, les autres habitants de Bobigny devaient faire des kilomètres pour se faire soigner. C'est l'une des raisons pour laquelle les élus communistes de la ville étaient hostiles à l'hôpital. Ils dénonçaient cette ségrégation et cette logique coloniale importée dans le 93. D'ailleurs, c'est curieux.
Musulman, c'est pas une nationalité. Pourquoi avoir utilisé le mot franco-musulman alors que la très grande majorité des patients étaient des Algériens? C'est la logique de l'époque, hein. Le vocabulaire colonial hésite toujours devant la dénomination. Le mot algérien était réservé aux Européens d'Algérie. On ne disait pas algérien pour les indigènes. On les appelait justement indigènes, on les appelait musulmans. J'ose même pas répéter les mots racistes, hein. Les autres mots on ne les répétera pas, mais bon, ils étaient extrêmement fréquents. Les Algériens, les vrais Algériens, dont on va dire de souche, étaient rejetés vers leur seule religion. Vers la fin de la guerre d'Algérie, on a parlé des Français de FSNA, de souche nord-africaine, FSNA. Vous voyez, à chaque fois, comme si le mot algérien était un mot qui était chargé de menaces. Je comprends mieux. Le mot algérien aurait donné trop de légitimité aux revendications d'indépendance. Et l'autre chose surprenante, c'est que sur la façade de l'hôpital en arabe, il est écrit simplement « hôpital musulman ». Le franco a disparu, comme pour dire que les indigènes ne seront jamais vraiment français. Je trouve fascinant de voir à quel point un bâtiment peut nous apprendre des choses sur notre histoire coloniale commune. Toutes les facettes finalement de l'idéologie coloniale apparaissent ici. La France protège, la France a comme mission, la notion de mission civilisatrice traverse tous les textes jusqu'à l'extrême fin. On le retrouve d'ailleurs en filigrane un petit peu dans le discours de certains hommes politiques d'aujourd'hui, donc il n'y a pas de surprise, hein. Il y a toute une partie de la société française qui cultive la nostalgie de l'Empire liée à la grandeur de la France. Bon, le thème, c'est de dire la France est en décadence, mais à l'époque où on dominait des millions de kilomètres carrés, regardez si la France était belle. Donc voilà, c'est comme quoi l'histoire coloniale est toujours d'actualité. Comment regarder l'histoire de l'hôpital franco-musulman avec nos yeux d'aujourd'hui? Depuis 1978, il a été rebaptisé Hôpital Avicenne, du nom d'un physicien, chimiste, astronome, philosophe et poète originaire d'Ouzbékistan. Pourquoi Avicenne? Parce que c'est lui qui a écrit le livre Le Canon de la médecine, qui a été traduit en latin et qui a servi de base à la formation de la majorité des médecins européens jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'hôpital soigne tout le monde, peu importe leur confession. Mais 2 kilomètres plus loin, il existe un autre lieu construit à la même époque et qui est toujours réservé aux musulmans. C'est une exception en France, il faut que je vous parle du cimetière musulman de Bobigny. Le cimetière musulman de Bobigny a été construit sur un terrain de 4 hectares. Il abrite plus de 7000 sépultures avec des hommes, des femmes et même des enfants parfois issus de couples mixtes à l'époque coloniale. La plupart des stèles ont été inspirées ou dessinées par Étienne Dinet, un peintre français orientaliste qui s'est rebaptisé Nasser ad-Din après s'être converti à l'islam. Il avait vécu de nombreuses années en Algérie et de retour en France, il a cherché à mettre une touche d'art dans ce lieu important. Aujourd'hui, le cimetière est perdu au cœur d'une zone industrielle avec une casse automobile et un chemin de fer à proximité. La zone est bruyante et mal desservie, le meilleur moyen d'y accéder, c'est la voiture. Mais une fois sur place, j'ai été surpris par le calme et la sérénité du lieu. J'ai rejoint l'historienne Soraya El Alaoui pour lui poser des questions. Qui est enterré dans ce cimetière? Pourquoi est-ce qu'il est toujours réservé aux musulmans? Mais d'abord, un peu de contexte. Le cimetière musulman de Bobigny a été créé par décret en 1934. Il ouvre ses portes en 1937 et il est important de dire que ce lieu, il y a un lien entre la mosquée de Paris, la création de la mosquée de Paris et la création de l'hôpital Avicenne auquel ce cimetière est rattaché. Et ces 3 lieux, que ce soit la mosquée de Paris, l'hôpital Avicenne et le cimetière, donc ça fait 3. D'abord, on voit une filiation au niveau des architectes entre Crevel-Mantoux et Azéma. Ces 3 lieux, c'est un triptyque qui montre dans un contexte de célébration de la colonisation de l'Algérie, mais aussi pour les morts pour la France. Et ce lieu, en fait, c'est le seul espace funéraire musulman de France. Jusqu'en 2012, date de la création du cimetière public musulman de Strasbourg, le cimetière musulman de Bobigny a été l'unique cimetière de France métropolitaine
avec une spécificité, contrairement à d'autres regroupements confessionnels, il est dans sa totalité dédié aux musulmans, ce qui permet de respecter la tradition musulmane où les musulmans ne peuvent être enterrés qu'entre eux, et aussi le respect aussi de l'orientation du corps qui est vers la Mecque, la Qibla. J'aurais tellement aimé apprendre cette histoire à l'école, mais comment un tel cimetière a pu être construit dans la France laïque? On ne peut pas considérer ce lieu comme un détournement de la loi de 1881 et celle de 1905 qui fonde la neutralité des espaces funéraires. Il y a eu c'est une forme de dérogation qui va s'appuyer quand même sur des antécédents juridiques, comme le cas des hospices qui avaient le droit de créer des cimetières pour des populations spéciales d'indigènes. Et du fait qu'il soit considéré comme un cimetière pour indigents, une chose est très importante, c'est que les musulmans n'ont pas l'obligation de payer une concession funéraire. Donc c'est un cimetière entre guillemets gratuit. Un cimetière d'État, gratuit pour les indigènes musulmans venus construire la France et dont les corps ne pouvaient pas être rapatriés dans les colonies. Le premier décret mentionne que seules les personnes qui sont décédées à l'hôpital musulman ont le droit d'être enterrées ici. Mais il y a eu un décret, il me semble, juste après l'ouverture, un deuxième décret en 1937, qui l'ouvre justement à tous les musulmans de France métropolitaine. Donc à partir de 1937, il n'y a pas que des personnes décédées à l'hôpital franco-musulman, mais des gens qui viennent un peu partout. À travers ce cimetière, la France veut montrer qu'elle est un empire tourné vers ses sujets musulmans et soucieux de leur tradition. Un des initiateurs du projet, Pierre Godet, dira « La réalisation de notre idée donnera aux musulmans un nouveau témoignage du respect dont nous entourons leur conception de la vie morale et leurs usages sociaux. Mais le cimetière est aussi là pour rendre hommage aux soldats musulmans tombés pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Je remarque 60 tombes de soldats. Certaines mentionnent des membres de la division Leclerc tués lors de la libération de Paris. C'est ce qui fait la spécificité aussi de ce cimetière, c'est qu'il regroupe un carré militaire, mais aussi des carrés entre guillemets civils. Il y a un excellent article de Marie-Ange Dadler qui est dédié justement à ce carré militaire du cimetière musulman, dont le travail va nous permettre de voir l'itinéraire militaire de ces inhumés. Sur certaines stèles, on peut voir à quelle unité militaire ils sont rattachés, que ce soit le régiment d'artillerie des Nord-Africains, mais aussi le régiment des tirailleurs. Et donc, cette étude permet de voir justement le parcours de ces militaires jusqu'à la libération de Paris. En fait, tous ces personnes ont été déjà recrutées dans leur pays d'origine et c'est les différentes unités militaires auxquelles ils sont rattachés renvoient en fait de manière plus globale à ce qu'on appelle l'armée d'Afrique. Soraya El Alaoui m'explique que ce cimetière est aussi unique par son mode de gestion. Au départ, c'était une annexe de l'hôpital franco-musulman. Et en 1961, il a été géré par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Mais faute de moyens, le cimetière est laissé à l'abandon pendant une vingtaine d'années. Sa remise en état commence en 1996, date à laquelle sa gestion est confiée au syndicat intercommunal du cimetière des villes d'Aubervilliers, La Courneuve, Drancy et Bobigny. Le mode de concession change aussi, c'est-à-dire qu'on doit payer sa concession funéraire et du coup, seules les personnes décédées à La Courneuve, Bobigny, Drancy et Aubervilliers peuvent être enterrées dans ce lieu, ou alors les personnes qui ont un ascendant ou un descendant déjà enterré, et donc du coup il devient le carré musulman du cimetière intercommunal. Au début, le cimetière accueillait les tombes de soldats musulmans et d'ouvriers célibataires, principalement des Algériens décédés suite à des accidents de travail ou à des maladies liées à leurs conditions de vie. Mais au fur et à mesure, les profils des défunts se sont diversifiés. On retrouve des femmes, des enfants, des personnes d'obédience sunnite, chiite et originaires de diverses parties du monde, comme l'Inde ou l'Iran. On retrouve même des personnes célèbres marocaines ou ottomanes, des dignitaires, des étudiants, ou encore des personnes venues en France pour bénéficier de soins.
Plus je me balade avec Soraya, plus je comprends que cet endroit ne nous raconte pas seulement l'histoire coloniale. En réalité, c'est toute une histoire de l'immigration musulmane en France que l'on découvre ici, à Bobigny. Aujourd'hui, le cimetière est plein, ce qui pose une question fondamentale. Quelles sont les options pour les nouvelles générations de Français musulmans qui souhaitent de plus en plus être enterrés en France? Il y aurait encore plein de choses à raconter sur le cimetière, mais Soraya El Alaoui me confie qu'elle aimerait continuer à écrire dessus. D'ailleurs, je vous recommande son article sur l'espace funéraire de Bobigny, disponible sur la plateforme Cairn. De son côté, Alain Ruscio continue à identifier minutieusement toutes les rues et les bâtiments liés à l'histoire coloniale de la région parisienne. Il a déjà publié avec Marcel Dorigny le guide du Paris colonial et anticolonial qui peut vous être très utile. Avant de finir cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce format. On aimerait en faire d'autres pour découvrir le patrimoine français et comprendre ce qu'il nous raconte sur notre histoire coloniale. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez des informations à ajouter? Des lieux à nous conseiller? Merci au service du patrimoine du département du 93 de nous avoir fait confiance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!